Bonjour, je m'appelle Guylaine Gay, je suis animatrice, autrice et humoriste et conjointe d'un homme qui vit avec un enjeu de santé mentale. Bienvenue au balado T'engages-tu? Dans cet épisode, on voit comment traverser le labyrinthe intérieur pour se repérer et trouver des chemins vers le bien-être. Mes invités, Stéphanie Hillman, psychoéducatrice au CIS des Laurentides. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et Chad Bélanger, qui est préposé à l'entretien et qui vit lui-même avec un enjeu de santé mentale. Bonjour Chad. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. On parle évidemment d'employabilité et de santé mentale. Chad, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Alors, parfait. Je m'appelle Chad Bélanger, j'ai 21 ans. Je te dirais que mon parcours il a commencé vers la fin de mon secondaire 5 principalement, qui avait été coupé court à cause de la COVID, ce qui fait que ma dernière année de secondaire avait terminé à la semaine de relâche de mars. Ensuite, je te dirais que toute la pandémie avait contribué énormément aux problèmes que j'ai vécus et que je vis encore aujourd'hui. L'isolement a fait que j'ai passé presque 1 an chez nous, enfermé dans ma chambre. Même quand le cégep a recommencé à la session d'après, tout était à distance. Donc, j'étais vraiment enfermé dans ma chambre, sur mon ordinateur, à faire mes cours. Après, au milieu de la deuxième session, en fait, j'ai lâché parce que j'étais plus capable. Je me sentais trop mal. Ce qui fait que là, j'ai pris à peu près 1 mois de pause, que j'ai resté à la maison faire mes affaires. J'ai réussi à faire mon permis de conduire après 3 essais. Bravo pour ça. Merci. Hey. Ensuite, j'ai pu rentrer pour la première fois sur le marché du travail à temps plein. Avant ça, ma seule expérience, c'était une job étudiante au McDonald's pendant l'été. J'ai gardé cette job-là, qui était une job dans une usine de meubles, où je me chargeais, en tout cas, ma job, c'était d'emballer des meubles et de les charger dans les véhicules de transport. J'ai fait ça pendant environ 6 mois, jusqu'à ce que des conditions de travail et des mauvaises expériences avec mes supérieurs m'envoient comme officiellement en dépression. C'est là que j'avais eu mon diagnostic de mon médecin de famille, qui était, pour être exact, dépression majeure avec humeur anxieuse. Ensuite, après ça, j'ai été en arrêt de travail pendant plus de 6 mois. Ensuite, je suis allé au Carrefour Jeunesse Emploi pour essayer de retourner sur le marché du travail parce qu'il y avait un programme qui faisait pour les personnes avec des troubles d'anxiété. Alors, j'ai fait ça. Le programme était vraiment bien fait. J'ai beaucoup aimé les intervenants et j'ai beaucoup aimé les activités. Par exemple, l'erreur que j'ai faite à la fin, c'était le travail que j'ai choisi. C'est quoi le travail que tu as choisi? C'était assembleur chez les Lions électriques, de nuit. C'était pas dans ton fuseau horaire, c'est ça que tu me dis? Ouais, puis c'était des corps de 10 heures. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas qu'est-ce qui m'a motivé à faire ça. Je me suis dit, bon, travailler de 4 heures le soir à 2h30 le matin, ouais, c'était peut-être pas ma meilleure idée. Fait que j'ai juste fait ça à peu près 1 mois. Et ensuite, je suis retourné en arrêt de travail. Et là, je te dirais que ça a été ma pire phase pendant pendant 1 an, où ce que j'ai juste pas mal resté chez nous, j'ai rien fait. Je sortais pas, je voyais pas mes amis, je vivais. Ce que j'entends, c'est que ça a créé beaucoup d'isolement. Ouais, en fait, ça a été principalement ça. Puis ensuite, là, j'ai pu réintégrer le travail que je fais en ce moment, puis j'aime beaucoup ça. Et on parle de santé mentale. Tu as eu ce diagnostic-là à 21 ans, mais je suis curieuse, est-ce que plus jeune, tu avais des enjeux de santé mentale? J'ai toujours eu des problèmes d'anxiété. Ça, c'est courant depuis, aussi longtemps que je me souvienne. Quand j'étais au primaire, des fois, quand il y avait, mettons, des examens importants ou des événements stressants, je me rappelle que ma mère appelait les profs pour qu'ils s'attendent à me voir arriver anxieux, désemparé, puis pas capable de... Pas que j'étais non fonctionnel, je faisais pas des crises, mais j'étais comme isolé et je faisais rien, je voulais pas parler à personne. Je pouvais pleurer un peu quand j'étais au primaire.
Et ouais, ça allait mal. Puis mon trouble, le 21 ans, c'est l'âge que j'ai en ce moment, mais j'ai été diagnostiqué à 18. Ah oui, c'est ça, à 18. À Bon, 18 tu vois, c'est ans. moi qui n'ai pas bien entendu. Ouais, 18 ans, Puis ouais. ça n'a pas été une surprise pour toi, j'imagine? Tu te doutais de ça? Je le voyais venir assez clairement, malheureusement. Avant, au moins, quand j'étais à l'école, au secondaire, mettons, c'était un petit peu... L'anxiété était généralement plus liée aux cours. Les relations avec les autres étaient correctes. J'avais jamais eu de relation plus intime. J'avais jamais eu de blonde. J'étais juste avec ma petite gang d'amis. Je faisais mes affaires, mais je voyais personne en dehors de l'école. Dans mon groupe d'amis, j'étais quand même celui qui parlait le moins puis qui restait quand même un petit peu plus dans son coin, là. Ce que tu me dis, c'est que sur un milieu de travail, tu as à créer des liens avec des gens. C'est pas aussi peut-être sécurisant que le milieu scolaire. Ouais. C'est ça. Stéphanie, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi et aussi du rôle que tu joues auprès des usagers, que ce soit dans leur cheminement personnel là, ou professionnel? Bien, comme tu le disais, je suis psychoéducatrice en santé mentale avec une clientèle adulte. Depuis l'âge de 21 ans, je baigne beaucoup dans la santé mentale. C'est vraiment mon dada, ce que j'aime le plus. Le service pour lequel je travaille au CLSC, ça s'appelle le soutien d'intensité variable. C'est un service qui est offert dans la plupart des CLSC au Québec. Puis dans nos particularités, dans le fond, on est un service qui travaille le plus possible à l'extérieur du CLSC. Fait qu'on va rejoindre notre clientèle dans la communauté, à la maison, puis on utilise une approche un peu personnalisée, sur mesure, selon les besoins des gens. Puis on va vraiment décortiquer en petites étapes les démarches ou les objectifs qui veulent bien travailler. Concrètement, ça peut ressembler à l'accompagnement dans les démarches. Exemple, il y a un rendez-vous chez ITL, ben on peut accompagner la personne à ce rendez-vous-là. ITL étant Intégration Travail Locatif. Voilà. On peut aussi faire de l'enseignement sur la gestion des émotions, du stress, aider les gens à briser leur isolement en les accompagnant puis en les aidant à connaître un peu c'est quoi les ressources qu'il y a d'accessibles dans la communauté pour justement briser l'isolement puis qu'ils puissent socialiser. Le rôle plus particulier que je vais jouer dans le cadre de mes suivis, ça va être beaucoup un rôle d'accompagnement, mais je peux aussi offrir de l'aide, là, dans le fond, dans la prise de décision. T'sais, on travaille avec des gens qui ont des fois un ou plusieurs défis en santé mentale, de faire face à plusieurs options, d'avoir à prendre des décisions. Ça peut être complexe, fait qu'on peut aider à vraiment regarder toutes les options, voir les pour et les avantages et les désavantages de chaque option, puis aider la personne dans son processus décisionnel. Un des éléments les plus fondamentaux, je dirais, de notre travail, c'est d'aider les gens à renouer avec un sentiment d'espoir. Souvent, quand on arrive dans la vie des gens, c'est dans des périodes très, très creuses de leur vie où ils sentent que leur état s'est dégradé, ils ont perdu beaucoup de choses, ils peuvent être très désillusionnés, ils n'ont plus vraiment d'espoir face à l'avenir. On a un peu un rôle à jouer par rapport à redonner de l'espoir pour leur donner un semblant de carburant à travailler justement dans le changement, à améliorer certaines conditions de vie. Parfois, c'est pas possible. Les gens sont tellement en détresse et désillusionnés qu'on n'arrive pas nécessairement à leur redonner l'espoir qu'ils ont besoin pour pouvoir se mobiliser. Mais à ce moment-là, on va adopter peut-être plus une approche où on va essayer de comme convaincre la personne à juste faire un petit bout avec nous, essayer des nouvelles expériences, puis voir dans quelques mois qu'est-ce que ça peut leur apporter. Ben, ne serait-ce justement pour sortir de cet isolement-là. Hein? Peut-être qu'une personne n'est pas habituée de travailler avec quelqu'un comme toi. Mm-hmm. Tu écoutes Stéphanie, je pense que vous vous connaissez, Stéphanie et toi? Oui. Ben oui. Hein? Qu'est-ce que Stéphanie dit qui résonne là, de ces stratégies-là qui t'ont, toi, aidé à te préparer à retourner sur le marché du travail? Ben surtout l'accompagnement. Stéphanie m'accompagnait beaucoup quand on faisait des sorties. Une des choses qu'on avait faites qui avait quand même beaucoup aidé, on est allé faire du bénévolat ensemble pour se remettre comme juste dans on va dire un environnement similaire à un environnement de travail. Tu sais, c'était juste des petites sorties. Là. On allait 1 heure ou 2 au book humanitaire. On aidait les personnes à préparer les repas, emballer les portions, des choses comme ça.
Puis, tu sais, même au début, ça, c'était super tough. Puis, j'avais de la misère à y aller. Puis, Stéphanie m'a vu à mon pire. Et, Est-ce que c'est rassurant, Chad, d'avoir quelqu'un comme Stéphanie, Oui. justement, avec qui il y a cette ouverture-là? Il n'y a pas de jugement non plus. Tu dis que tu étais au pire, là, mais Stéphanie, elle t'a accueilli là-dedans, Ben oui. simplement? Stéphanie, elle m'a énormément aidé. Puis surtout, ça faisait une énorme différence comparé à, mettons, à aller voir un intervenant à son bureau une fois par semaine. Vraiment avoir quelqu'un sur le terrain avec toi qui venait me chercher chez nous, qui était tout le temps là pour m'accompagner. Ça a fait une énorme différence. Parce que des fois, c'est peut-être juste là que le problème réside, juste sortir de chez vous. Tu l'as dit, Stéphanie, toi, tu allais le chercher, donc tu n'avais pas le choix. Là. Non. Tu t'embarquais avec Stéphanie, puis tu t'en allais sur ce lieu de bénévolat. Puis le bénévolat, c'est quand même une expérience où il n'y a pas la pression de performance. Donc, on y va doucement, puis on entre sur ce marché du travail-là. Stéphanie, qu'est-ce que toi, tu préconises dans ta démarche avec les gens que tu aides? Mais pour faire du pouce un peu sur ce que Chad disait, c'est une approche qui est très, très préconisée dans le service pour lequel je travaille, mais aussi moi, personnellement et professionnellement, là, c'est l'approche expérientielle. Dans le fond, ça, c'est un beau mot là, pour dire que, un peu comme Chad disait, tu sais, au lieu de rencontrer les gens dans un bureau, explorer la situation, qu'est-ce qui va moins bien, les défis qu'on pourrait se donner, puis un peu le prescrire pour qu'il fasse ça en devoir entre nos rendez-vous. Ça, c'est pas de l'approche expérientielle. Ce à quoi ça réfère, c'est vraiment être dans le vécu avec la personne, puis de vivre des expériences dans le monde extérieur réel, si on peut dire. Ce que j'aime beaucoup avec cette approche-là, c'est que ça fait plonger la personne dans une situation où il peut un peu aller valider si ces scénarios catastrophes ou ces pensées négatives, ces appréhensions sont réelles ou si c'est plus de l'ordre de l'anxiété, de l'anticipation. Fait que je trouve que c'est une approche qui permet vraiment aux gens de faire des prises de conscience plus profondes, je trouve. C'est le lien que vous créez, Stéphanie. C'est rassurant d'avoir ce lien-là. Ça fait en sorte que la personne qui accepte la situation dans laquelle tu es, ben après ça, quand la personne le sait, on avance là-dedans. Je trouve que c'est une belle approche, Stéphanie. Ça me touche, qu'est-ce que tu dis? Ben réellement, oui, c'est super émouvant, tu sais, parce que ça peut être banal, juste dit comme ça, mais quand on partage ces expériences-là ensemble, comme je disais tout à l'heure, même si, admettons, Chad, il y a eu beaucoup de moments où il n'y avait pas du tout espoir que, au début, là, faire du bénévolat, ça allait apporter du positif pour lui, en partageant ces moments-là de difficultés, de défis, puis des fois de moments plus positifs, je pense que ça a été un moteur de motivation pour y aller une deuxième fois, une troisième fois, parce que il se sentait moins seul là-dedans. Chad, est-ce que c'était de moins en moins difficile? Mettons la première fois, là, quand Stéphanie est venue te chercher, c'était peut-être moins facile, mais est-ce qu'après, ça s'est amélioré? Ben oui, ça s'est amélioré. Puis, tu sais, au début, même avant d'aller faire le bénévolat, ça venait chez nous, puis, tu sais, on faisait notre rencontre, mais on n'était pas assez en dedans. On allait prendre des marches, on allait boire un café, on se promenait, puis après ça, ben là, on était allé faire plus de l'exposition, aller au book humanitaire. Au début, on y allait une demi-heure, 45 minutes, 1 heure et demie. C'était vraiment graduel, puis oui, ça l'a énormément aidé. Là, Chad a dit un mot qui m'intéresse, exposition. Oui. Ça, j'imagine que c'est d'être un peu confronté à ce à quoi on a une crainte. Exactement. C'est vraiment de, comme un peu volontairement, se plonger dans une situation ou un contexte que la personne redoute puis qu'elle aurait tendance à éviter normalement. Puis ça va vraiment permettre, comme je disais tout à l'heure, à la personne d'aller comme valider, tu sais, est-ce que mes appréhensions, les scénarios négatifs que j'anticipe se passent réellement ou si finalement c'est un peu plus neutre ou même un peu plus positif que ce à quoi je m'attendais. Puis ce que je trouve bien aussi dans notre possibilité à nous, là, au soutien d'intensité variable, d'accompagner les gens, c'est que quand on fait de l'exposition, souvent c'est parce qu'il y a de l'anxiété qui est comme sous-jacente, là, un peu à l'évitement et tout ça. Puis en situation d'exposition,
Tu sais, les gens, ils vivent tellement de stress, il y a de la nouveauté, c'est une glace à briser, c'est beaucoup de gens, il y a beaucoup, beaucoup de choses, ça se déroule très vite dans leur tête. Puis des fois, il y a comme des petits moments positifs qui vont se dérouler, mais qui s'en souviendront pas après l'exposition que ça s'est passé parce que ça roulait tellement vite dans la tête. Fait que là, moi, mon rôle, c'est d'un peu d'être un miroir par rapport à ça, de leur demander, tu sais, toi, comment tu t'es perçu dans l'exposition? Qu'est-ce que tu as perçu de toi? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as perçu des autres? Puis après ça, je leur demande, tu sais, est-ce que tu as de l'ouverture à ce que je te parle de moi, mes observations sur ce qui s'est passé? Puis là, on peut faire une mise en commun, puis aller un petit peu plus loin, puis des fois nuancer vraiment la perception de la personne. Puis dans votre expérience à vous, là, quand il y a eu ces premières expositions-là, Stéphanie, est-ce que tu voyais la même chose ou tu as vu des choses que Chad ne voyait même pas lui-même? Comme Chad disait, tu sais, souvent, plus tu t'exposes, ben au début, tu es très, très stressé, puis plus on fait d'exposition, le stress commence à un peu tomber graduellement parce que le cerveau s'habitue, tu sais, à ce qui se passe dans cette situation-là. Fait que ça devient comme de moins en moins une grosse montagne à traverser. Fait que si on fait référence à ça, ben la première fois qu'on est allé au book humanitaire, exemple, pour rencontrer la responsable, puis tu sais, nommer l'intérêt de Chad de faire du bénévolat, me présenter, dire que je l'accompagnerais, ben tu sais, cette petite rencontre-là avait duré peut-être une 15aine de minutes, puis Chad était quand même très bon pour ne pas montrer ses signes d'anxiété, là. Ça se voyait pas dans son visage, mais pour lui, ça a été tellement stressant de juste se présenter puis de nommer son intérêt que, tu sais, il a fait comme un peu une attaque de panique en sortant de là. Puis il avait perçu cette rencontre-là très, très négativement. Tu sais, il se disait, mon Dieu, tu sais, je suis même pas capable de me présenter puis de faire ça. Puis, tu sais, moi, j'essayais de lui refléter, tu sais, à ce moment-là que ça l'a pas paru, tu sais, tu t'es bien présenté, puis, tu sais, à te souligner qu'elle était prête à t'accueillir n'importe quand. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple d'une fois où peut-être que nos perceptions étaient vraiment pas, au même niveau, si on peut dire. Je te vois sourire, Chad. Tu te rappelles de cette fois-là, j'imagine? Oui, très bien. Hein, puis ce que Stéphanie dit, c'est un écho de ce qui est arrivé réellement. Ouais, c'était dans les débuts qu'on avait commencé. Là, ça commence comme ça. Ça commence que t'es stressé, tu passes 15 minutes à rencontrer quelqu'un, puis t'as envie de t'effondrer. Puis ensuite, ça devient plus facile à gérer avec le temps. Là. Donc, la 5e fois, la 6e fois, il y avait déjà une aisance où ce lien de confiance-là était aussi créé, donc ça facilitait l'exposition. Oui. J'utilise tes termes. Ben non, mais oui, mais c'est Moi, correct. j'aime ça apprendre. Ben oui. Moi, j'aime ça apprendre. Mais tu sais, je tiens juste à dire aussi que ça peut être des fois 5, 6 fois, mais tu sais, il y a certaines situations où des fois, ça peut prendre 25, 40, 50 expositions, puis c'est amplement normal parce que les gens ont tout leur processus, ils ont toutes leurs peurs personnelles, puis tout le monde ne chemine pas au même rythme. Fait que des fois, ça peut être un processus plus long, des fois, ça va plus vite, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. C'est pas un concours, là. Tu sais, Non. On y va à notre rythme. Stéphanie, ça me semble être un service très personnalisé. Comment ça s'est passé avec Chad? Comme les premières rencontres, comment est-ce que tu fixes combien de fois tu le rencontres, combien de temps, etc.? Ben, dans le fond, c'est toujours du cas par cas, dépendamment des défis de santé mentale qu'on va travailler avec les gens. Typiquement, nous, ce qu'on offre, ça va être une rencontre de maximum 1 heure par semaine. Mais quand il y a des problématiques d'anxiété, par exemple, puis qu'on sait qu'on va travailler dans l'exposition, ce qui est bénéfique au niveau de l'exposition, c'est d'en faire le plus possible, tout en faisant ça dans un mode un peu graduel, là, fait qu'on en fait moins souvent au début. Puis à un moment donné, on essaie d'intensifier. Donc, au lieu de faire une rencontre de 1 heure, ben par exemple, on va pouvoir se voir 2 fois par semaine pour une durée d'une demi-heure pour pouvoir faire 2 expositions. Et comment ça peut être nuisible, l'évitement, qui est le contraire de l'exposition? En fait, quand il y a une problématique d'évitement qui est présente, c'est la plupart du temps parce qu'il y a une problématique d'anxiété qui est sous-jacente à ça. Au début, l'évitement peut
être léger puis avoir l'air banal. Fait que les gens vont, par exemple, dire ah ben, je sortirai pas aujourd'hui parce que je me sens stressée, je suis fatiguée. Fait que dans le fond, je vais rester chez moi puis je vais me reposer. Tu sais, je me protège comme ça en me reposant. Demain, je vais être plus en forme, je ferai peut-être autre chose. C'est juste qu'à la longue, il y a comme un processus où la personne s'isole de plus en plus, elle évite de plus en plus. Puis les gens qui sont dans l'évitement vont souvent se former un peu des scénarios anxieux où ils vont se dire, ben, si je sors puis que je m'en vais m'acheter quelque chose au dépanneur, ben les gens, ils vont me regarder, ils vont penser que j'ai l'air bizarre ou fait qu'ils vont entretenir des pensées négatives par rapport à eux-mêmes, par rapport aux autres. Puis à un moment donné, quand la personne est tout le temps là-dedans, elle entre un peu comme en fusion avec ces pensées-là, puis elle vient à croire que c'est ça la réalité. Mais dans les faits, quand on fait l'exposition, ça amène la personne à voir que il y a une grande part un peu comme d'imagination négative, si on peut dire, qui se forme quand on est en mode évitement et quand on vit dans la réalité puis qu'on confronte certaines situations, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça qui se passe. Tu sais, dans le fond, les gens, des fois, sont juste heureux de nous voir, sont polis. Fait que ça vient un peu nuancer puis comme déconstruire ces fausses croyances-là que les gens vont se mettre à entretenir quand ils sont dans l'évitement. Ça me parle, hein? Tout le monde a fait ça, un peu d'évitement. Moi, j'ai déjà fait une crise d'anxiété dans le métro et j'ai été des années à ne pas retourner dans le métro. Il aurait fallu que je te connaisse, Stéphanie. Tu aurais déconstruit. On ira en métro un moment. Oui, c'est ça. Encore aujourd'hui, je suis pas trop à l'aise. Chad, comment est-ce que toi, t'assures ton bien-être mental là, en maintenant tes responsabilités professionnelles? Ben là, je te dirais que là, je me suis fait plus un petit réseau d'amis que je peux sortir en dehors du travail dans les derniers, mettons, 6 mois. Fait que ça me permet de plus relaxer. Je passe plus de temps avec mes amis. Je m'occupe beaucoup. J'ai le travail que je fais en ce moment est assez énergivore, on pourrait dire, ce qui fait que je m'endors assez vite quand j'arrive chez nous. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Ben là, je travaille en entretien ménager à l'hôpital de Saint-Jérôme. Mais pour être plus précis, depuis avril dernier, j'avais eu une promotion à chef d'équipe. Bravo. Merci. Ce qui fait que maintenant, je suis plus vraiment sur le terrain, je fais plus du ménage, c'est un rôle de gestion. Ce qui fait que dans le fond, j'ai l'équipe, moi je travaille de soir, j'ai une équipe d'une 30aine de personnes à gérer. Je prends tous les appels de l'hôpital, j'envoie les personnes sur les calls. C'est moi qui fais le dispatch, c'est moi qui règle les problèmes, qui fait les requêtes, qui envoie les personnes faire les requêtes, qui fait les commandes. Ce qui fait que je nettoie plus les toilettes, j'envoie le monde les nettoyer. En gros, c'est ça. Un rêve? Oui. Ben, il faut commencer quelque part, tu l'as fait. Ouais. Puis là, maintenant, est-ce que tu es fier de ça, de cette promotion-là? Je suis très fier de ça. Je te dirais que ce rôle-là me fait changer toutes mes intentions pour le futur. J'avais à la base prévu de m'inscrire au cégep à temps plein à ONSIC pour le programme de soins préhospitaliers, dans le fond, pour être ambulancier. Mais quand j'ai eu ce rôle-là, puis après quelques mois, j'étais genre, j'aime vraiment ça, faire plus de la gestion. Ce qui fait que là, à la session d'automne 2024, je m'avais réinscrit au cégep en tremplin DEC, en temps partiel, en continuant de travailler à temps plein. Là, j'ai fini cette session-là. La prochaine commence la semaine prochaine au moment de l'enregistrement. Et ce qui fait que là, j'ai une vie très occupée avec le cégep à temps partiel et l'emploi à temps plein. J'ai beaucoup de travail à faire, ce qui fait que j'ai moins le temps d'être stressé. Est-ce que tu pensais que c'était possible, tout ça, quand peut-être au début de votre collaboration avec Stéphanie, tu vivais cet isolement-là, cette anxiété-là, tu avais ce diagnostic-là de dépression? Est-ce que tu pensais que c'était possible? Non, vraiment pas. Même après avoir recommencé à travailler, je veux dire, les premiers 6 mois de l'emploi à l'hôpital, j'étais même pas temps plein, j'étais temps partiel. Je travaillais 3 jours semaine. Ça a été ça pendant un bon 6 mois. Ensuite, j'ai pu avoir un poste à temps plein. Puis quelques mois après, j'ai eu ma promotion. Il y a un petit peu de chance là-dedans, évidemment, mais... il y a du travail aussi. Oui, du travail, évidemment. Il y a du travail Beaucoup. sur toi-même, il y a du travail avec Stéphanie. Stéphanie, comment les stratégies d'adaptation peuvent être payantes à moyen et long terme? Sont payantes parce que c'est vraiment des outils que la personne peut utiliser pour
se sentir capable de faire les choses par elle-même. Ce qui est vraiment relié un peu, si on peut dire, là, à un sentiment d'estime de soi qui est meilleur. Parce que la personne utilise ces outils-là, puis elle peut traverser les petits défis ou les petits obstacles qui se présentent à elle au travail ou socialement. Tu es une outilleuse. Voilà. Tu offres tes outils, Oui. ton accompagnement, ta présence. Puis c'est vraiment ce que les gens gardent avec eux pour le reste de la vie. Le long terme. Parce que l'avenir, c'est long, hein? Mm-hmm. On va se le dire. Très Faut long. être bien équipé. Chad, je trouve ton histoire très inspirante. Merci. Et je souhaite une Stéphanie à tous les chats. Moi aussi, je souhaite une Stéphanie à tout le monde. Stéphanie Hillman, psychoéducatrice au CIS des Laurentides, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Chad Bélanger, préposé à l'entretien. Que dis-je? Chef d'équipe à l'entretien. Merci. Merci, Guylaine. C'était le balado. T'engages-tu? Cette initiative a été réalisée par Intégration Travail Laurentide, promoteur et coordonnateur du projet, et ce grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, notamment la Direction générale de Services Québec des régions de Laval et des Laurentides. Nous souhaitons également remercier pour leur contribution financière la Ville de Saint-Jérôme, M. Yuri Chassin, député de Saint-Jérôme, Mme Cathérie Champagne-Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ainsi que Mme Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville. Nous souhaitons finalement souligner l'application des différents partenaires de la table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, particulièrement le Centre de formation continue des Patriotes du Centre de services scolaires des Mille-Îles, mandataire du projet. Le Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, Dysphasie Laurentide, Sphère, ainsi que le CI3S des Laurentides. Phonique. Le fin son de l'histoire.